Alors peut-être on va repartir de l'exposé de Philippe Madec sur la question d'habiter en ville. Euh, et cette question, finalement, qu'on entend un peu partout, c'est-à-dire que maintenant les urbains sont dominants par rapport aux autres et que tu as très bien mis en perspective en disant que finalement ça ne correspondait pas du tout à la réalité ou pas vraiment à la réalité. J'aurais tendance à dire que peut-être on a deux aspects dans cette question. Il y a la réalité, c'est un peu comme pour la température, c'est-à-dire il y a la température réelle, mesurée, puis il y a la température ressentie. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde ressent plus ou moins qu'il habite en ville. Euh, il me semble que dans des régions très reculées, on a d'abord le sentiment d'être accroché à une préfecture qui n'est finalement pas si loin, et puis une grande métropole qui n'est pas non plus très loin. Donc est-ce que finalement cette question de la ville n'est pas devenue une question planétaire, c'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins en ville? Ben non. Non. Non, pour moi, c'est ce qu'on appelle la doxa, c'est le discours dominant. Mais ça n'est pas vrai. Je connais des montagnards, je connais des campagnards, je connais des gens du bord de mer, je connais des gens qui ne sont pas du tout en ville, qui ne vivent pas dans une économie urbaine, qui vivent dans une économie de véritablement rurale, agroalimentaire, même si elle sert la ville. Que les territoires servent la ville, j'en suis bien d'accord, mais la manière de vivre au quotidien n'a rien à voir avec la manière urbaine. Et pour moi, c'est une espèce de faiblesse de la pensée aujourd'hui que de dire tout est urbain. C'est fastoche, quoi. Ça simplifie tout, sauf que c'est pas ça. Le vrai travail, c'est d'aller chercher ce qui est spécifique, ce qui est différent, voilà, ce qui est différent. Et alors, enfin, voilà. Est-ce que cette facilité, euh, finalement, euh, est-ce qu'on ne peut pas dire que malgré tout, elle correspond à une réalité souhaitée de beaucoup de gens? Parce que, évidemment, on va toujours trouver un montagnard isolé ou quelqu'un qui habite proche de la mer, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté de se raccrocher à des services, à ce qu'apporte la ville? C'est-à-dire, comme tu l'as dit à un moment, nos grands-parents vivaient d'une manière extrêmement différente que vont vivre nos enfants, et il y a quand même un souci d'aller chercher ce que la ville apporte. D'autant plus que cette pensée urbaine et métropolitaine a déséquipé le territoire. Donc aujourd'hui, ils sont obligés d'aller chercher en ville ce qu'on leur donne plus. Moi, quand j'ai fait ce travail sur la vallée de la Durance, j'ai été scotché de voir comment, dans le haut de la Durance, là où il y a plus d'autoroute, ils avaient une politique culturelle costaud, quoi. Ils avaient même une scène nationale quelque part perdue tout en haut d'un cul-de-sac. Et ils avaient une production agricole d'une richesse infinie. Et ils étaient en train de discuter constamment avec les gens du haut sur la gestion de l'eau. Leurs préoccupations, ce ne sont pas celles des urbains. Mais vraiment, ce ne sont pas celles des urbains. Par exemple, un urbain, lui, il a envie que l'eau arrive dans un tuyau et qu'il ne perde pas l'eau dans le tuyau. Les gens qui sont dans des situations comme celle-là, eux, c'est la nappe phréatique qui les intéresse davantage. Le canal, il y a le canal d'EDF dans la Durance qui lui ne perd pas beaucoup d'eau. Et puis il y a les canaux anciens dans le Val de la Durance qui eux perdent de l'eau. Ben, heureusement, parce que si toute l'eau était canalisée, eh ben, la nappe phréatique elle serait sèche à Cavaillon. Elle serait sèche en partie basse. Donc les valeurs, les façons de regarder le territoire, y compris leur vie, ne sont pas celles des urbains. Je viens de terminer un travail pour un pays qui est entre Nîmes et Montpellier, à Lunel, pour des viticulteurs. Ils ont toujours refusé d'être dans le grand projet métropolitain de Fraiche de Montpellier à Nîmes. Parce que eux, ils ont des racines romaines depuis toujours et que leur vin, il est magique. Et ce qu'ils ont fait finalement, c'est pas un projet urbain. Ils ont fait un projet qui parle d'eux et qui du coup les fait exister sur la scène internationale. Les valeurs qu'ils défendent dans ce projet-là, extrêmement low-tech, construits avec des matériaux locaux,
finalement, affiche une différence très forte avec ce qui se passe à côté de Montpellier. Mais des exemples comme ça, en fait, il y en a plein. Je ne dis pas que le Grand Paris n'a pas de sens. Je ne dis pas que les 50 000 logements de Bordeaux, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'est pas ou le monde rural ou le métropolitain. Mais c'est au moins faites vivre le territoire, quoi. Ne désenquipons pas le territoire. Monsieur le maire de Verson, vous approuvez les propos de Philippe Madec ou vous avez une position intermédiaire peut-être? J'ai certainement pas le recul de Philippe Madec, mais effectivement, je crois que chacune de nos collectivités, à partir d'une distance par rapport à la ville-centre, la ville importante, vit son territoire de manière différente. La population vit aussi son territoire de manière différente. Malgré les difficultés notamment effectivement liées de plus en plus à l'abandon des services publics en milieu rural. Vous avez le sentiment de vivre en ville? Oui, nous, je vous ai dit tout à l'heure dans l'exposé que notre intercommunalité en 2008 était composée de 3 communes, hein, Verson, Mouan, Tourville-sur-Odon. Nous avions 6000 habitants. Nous savions pertinemment depuis le 2092, l'année de création de cette communauté de communes, que le moment viendrait pour qu'on intègre le Grand Camp. C'était tout à fait logique. Bon, à l'époque, peu de collectivités souhaitaient se lancer dans l'intercommunalité. Nous avons, nous, fait le pari. Nous avons démarré à 3. On n'a peut-être pas été vigilants. Nous sommes restés à 3. Mais qu'est-ce que cela aurait changé? Nous serions passés à 4, 5. Nous sommes dans une dynamique où il faut mutualiser. Et il était nécessaire à un moment ou à un autre de se tourner vers là où les services coûtent moins cher. En venant à Caen-la-Mer, les Versonnais paient moins cher le traitement des ordures ménagères. De même, le traitement des eaux usées. Peut-être nos amis néerlandais, quelle est votre position, peut-être à la fois vue de Hollande et puis vue maintenant de France sur cette question? Ok. Alors la question c'est pourquoi Sur s'occuper du paysage ou les petits villages et c'est plutôt le que... rapport qu'on entretient à la ville, Oui, selon la oui, position que l'on a. oui, mais je crois que c'est une discussion fausse parce que euh, il y a un paysage qui est inhabité. Euh, Ici en France, pour moi, c'est clair, c'est plus facile. Chez nous, c'est plus compliqué. Mais c'est pour ça que c'est peut-être intéressant de travailler ici pour nous. Mais ici en France, on trouve que les lotissements dans les petits villages, c'est vraiment, ça rate le paysage. Hmm. Alors ça, c'est maintenant on a comment dire, on se place plutôt dans le côté paysage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éviter ça, de prendre tout ça. C'est, je crois, un département tous les 10 ans qui est pris Disons. par les lotissements. Alors, ça consomme énormément d'espace, mais aussi de surface dure qui s'étend et tout ça. Mhm. Alors ça, c'est une réalité qu'on trouve tous les jours près de chez nous, en tout cas. Et la France, c'est un pays rural. Et il y a Paris, mais les autres villes, ce sont des villes rurales. Alors la vie dans la campagne, c'est plus présent aussi dans l'histoire que chez nous. Parce que chez nous, c'est un pays de commerçants, de marins, de tout ça, mais on a le côté ouest et c'est complètement urbanisé. Mais tout de même, c'est dans une échelle, et c'est notre défi, mais on reste dans une échelle qui est très, comment dire, euh, euh, humain, oui, c'est ça. On essaie de rester dans cette échelle
Humaine. avec chacun sa maison et le petit jardin et je ne sais pas quoi, mais c'est peut-être pas, c'est pas très intéressant, mais je crois c'est une autre question. On va vous donner la possibilité de parler dans la salle et de poser les questions que vous voulez. Je voudrais quand même, avant peut-être de passer les micros, qu'on dise un mot de la question des usages. Parce que malgré tout, dans tout ce qu'on peut voir et dans les projets les plus intéressants, les plus travaillés, les plus originaux possibles que l'on a pu voir, après il y a des habitants et ça va dépendre de leur comportement. Alors, qu'est-ce qui peut faire que les comportements changent? C'était hier, je crois, ou avant-hier. Une de mes étudiantes est venue nous présenter un mémoire magique qu'elle avait terminé l'année précédente. euh, un mémoire où elle était encadrée par une sociologue et pas par un architecte. Et c'était qu'est-ce que ça signifie d'habiter une maison bioclimatique? Du point de vue sociologique, pas du point de vue technique. Et son mémoire était magique. Parce qu'il montrait que ça n'était pas juste un rapport au bouton, un rapport à la fenêtre, mais que c'était un engagement de sa propre vie dans une autre façon d'être. Et je crois beaucoup à ça. Alors à la fin, je lui ai demandé, mais les gens dont tu nous as parlé et que tu as interviewés, est-ce que ce sont des locataires? Et en fait, non, c'était tous des gens qui avaient choisi d'habiter dans une maison bioclimatique, c'est-à-dire qui avaient fait de cette ambition l'expression d'un projet de vie plus large. Donc pour ces gens-là, je pense que c'est réglé. La question ne se pose pas comme un souci. Quand on a affaire à des gens qui viennent habiter dans des logements bioclimatiques ou performants passifs en tant que locataires, il est nécessaire de les aider. Alors nous, on donne, c'est la base, mais c'est certainement pas suffisant, un petit livret qui s'appelle Logement en mode d'emploi, où on leur explique comment le logement a été construit, conçu et comment il vit. Et s'ils ont un jour envie de faire de la peinture, qu'ils aillent acheter une peinture qui n'est pas polluante, s'il vous plaît. Si vous avez des plantes sur votre balcon, s'il vous plaît, choisissez certains produits et pas d'autres. Et puis regardez les saisons, comment ça marche, etc. En tout cas, ce petit livret, c'est déjà une manière de les faire entrer dans une histoire qui est celle du bâtiment. Mais ça ne suffit pas. On est face à de telles habitudes qui sont liées à la VMC, par exemple, à la ventilation mécanique contrôlée, quoi, les petits moteurs qui renouvellent l'air dans les logements, que dès qu'on donne la possibilité d'une ventilation naturelle, les gens ne savent plus exactement quand ils peuvent ouvrir ou pas ouvrir les fenêtres. Il faut qu'ils réapprennent ça. Pareil, les protections solaires, ils ont perdu l'habitude d'ouvrir la nuit, de se protéger dans la journée quand il fait trop chaud, de fermer les fenêtres quand il fait trop chaud. Et puis après, il y a des choses qu'on déclenche et on ne sait même pas qu'on est en train de les déclencher. Je réalise en ce moment à Saint-Nazaire les premiers logements en France en ventilation naturelle, totale, pas hybride, complète. Et donc on a des tourelles en toiture avec avec de l'extraction qui se fait comme ça avec le vent. Et du coup, les premiers Le CSTB est d'accord avec ça. après, je peux te raconter l'histoire, c'est du boulot. Il y a tellement de lobbies en France que c'est un peu compliqué. Et, euh, et quand ils arrivent devant leur four ou leur plaque et qu'ils doivent faire qu'ils doivent cuisiner, ils ont un bouton avec 3 positions pour augmenter le tirage. Et hop, ils mettent sur 1, enfin ils mettent sur 1, ils n'entendent rien, ils mettent sur 2, ils n'entendent rien, ils mettent sur 3, ils n'entendent rien. Du coup, ils appellent la personne, ils disent, mais ça marche pas votre truc. Ben, effectivement, il n'y a pas de moteur. Donc on est tellement lié à des mécanismes qui vont de bas. Enfin, la question de l'évidence, c'est simple, la question qui est posée là. L'évidence, c'est qu'on est totalement assujetti au moteur, au bruit des moteurs et à tout ça, et que notre vie, finalement, est en grande partie liée à tout ça. Et de fait, ça marchait, quoi. Donc, accompagner l'usage, c'est indispensable.
Moi, je pense que les organismes les organismes qui ont un patrimoine locatif doivent absolument avoir au sein de leur société un éco-conseiller, quelqu'un qui fait le travail sur le terrain, qui accompagne les gens, qui leur explique comment les choses finalement évoluent, parce que vous avez vu les maisons passives là, on a fait d'autres maisons passives pour le même opérateur à Bourges. Et donc quand on fait notre travail, on voit qu'on n'a pas besoin de radiateur. Donc on dit au maître d'ouvrage, voilà, on n'a pas besoin de radiateur. Et le maître d'ouvrage nous dit, mais attendez, vous allez me mettre des radiateurs. Hein. Parce que c'est pour du social, très social. S'ils rentrent dans des logements où il n'y a pas de radiateur, ils vont penser que c'est du sous-social. Donc les réticents, ce n'est pas forcément ceux des locataires, hein, parce que je pense qu'il y a des locataires plus intelligents que ça, mais c'est aussi les réticents chez les maîtres d'ouvrage. Donc on est dans une situation où il faut changer quasiment tous les paradigmes. Du coup, ta question est très juste. L'usage, c'est ce qui fait que ça marche ou pas. Mais aussi, l'usage est fonction des populations. Et on va avoir beaucoup de logements pour les personnes âgées, par exemple, où on peut se dire que même si l'habitat est extrêmement passif, il va y avoir des comportements qui seront difficiles à changer parce qu'ils auront fait toute leur vie comme ça, et qu'ils auront envie d'ouvrir les fenêtres quand il ne faut pas, et inversement. Il y a un enjeu générationnel qui est vrai. Hein. Mes étudiants, ils sont écologistes. Hein. Enfin, ils sont nés comme ça. Quoi. Ils ont vu le panda toute leur vie. Hein. Mmh. Alors que moi, les gens qui m'ont enseigné l'archi m'en ont jamais parlé. C'est ce qui fait qu'on peut être optimiste. Et absolument. Jean-François Morlet, EDF travaille sur ces questions liées à l'usage. Micro. Je confirme tout à fait ce qui est dit. Il faut qu'effectivement, habiter son logement, ça ne soit pas une contrainte. Il faut qu'on puisse y vivre sans être assujetti au mécanisme et être en permanence en train de se poser un tas de questions sur comment ça fonctionne, comment je règle ma température, comment je ventile, comment je gère mon contrat, etc. Donc l'habitat de demain, c'est certainement un habitat qui se fait oublier dans la vie quotidienne. Hein. On est bien dans l'ambiance parce que l'architecte nous a conçu un logement qui offre toutes les qualités de confort. Éviter les parois froides, hein, éviter des choses qui permettent d'avoir de l'inconfort et puis qui nécessitent des moyens de correction. Donc un habitat bien isolé, avec des parois vitrées bien proportionnées et la qualité d'usage, elle sera là, c'est la qualité de vie derrière. Est-ce que dans ce qui s'est dit, il y a des réactions dans la salle? Oui, il y a des mains qui se lèvent. On va vous passer des micros. Bonsoir, je reviens au début de la soirée. Je voulais simplement le dire parce que je pense que je ne suis pas la seule à le penser, que EDF se donne certes beaucoup de mal depuis quelques années pour nous convaincre qu'il est bon, qu'il est gentil et qu'il a toutes les solutions. Je ne sais pas contre vous, hein, Monsieur Morlet, je connais vos motivations à titre personnel, mais j'avais envie de dire que c'est pas ce qu'on venait entendre dans le cadre de cette soirée. Voilà, simplement une petite remarque plutôt destinée aux organisateurs de la Biennale. Merci. Moi, je souhaitais poser deux questions, Monsieur Madec en particulier. La première, c'est vous avez très justement dit que la construction neuve, c'est 1% par an hein, de ce que ça représente, et ou au mieux, dans les villes nouvelles, 1,68. Bon. Et du coup, pour moi, ça renvoie à la question qui est posée aujourd'hui, c'est-à-dire comment on fait de l'éco-responsabilité dans le domaine d'urbanisme et de la construction. Et du coup, ce qui nous intéresserait beaucoup, beaucoup, dans les villes en particulier, c'est comment, à partir de notre existant, de nos quartiers qui ont été construits pas suffisamment denses, mais aussi qui n'ont pas travaillé du tout, comme au quartier
Desnoé, Desnoé, pardon, de Val-de-Reuil, le lien avec l'environnement, avec l'agriculture et sur place, et puis le traitement des eaux. Bon, tout ce que vous avez expliqué. Donc, en même temps que vous parliez, je me disais, bon, comment sur tel quartier de Caen en particulier, on pourrait faire pour que on soit dans cette démarche-là à partir de l'existant. Et est-ce que vous avez des références à nous donner là-dessus? La deuxième question, elle est plus médiocre, mais quand même, il faut y songer. Et là, je vais revenir encore au quartier des Noé. Dans l'immeuble que vous avez volontairement conçu simple, comme un cube, etc., parce que c'est du logement social, votre coût de sortie au mètre carré, c'est combien? Même chose, même question aussi pour l'habitat passif. Alors, pardon, la référence en matière de rénovation éco-responsable, c'est certainement un quartier de Lyon qui est au nord de allez, c'est chaque fois qu'il faut trouver, ça m'échappe, mais la ville de Lyon a lancé il y a quelques années ce quartier Sainte-Blandine, voilà, qui est au nord du secteur des Confluences et qui est un secteur de faubourg, juste en dessous de la prison. Donc c'est un secteur qui s'est fait de briques et de broc dans le temps, enfin comme les faubourgs. Vous avez des maisons en briques, vous avez les premiers immeubles en béton, et puis les immeubles des années 60 avec les éléments préfabriqués en façade et des balcons. Et bon. Donc il y a une espèce de panel de toutes les architectures disponibles. Ils ont lancé une procédure d'études sur la façon de faire l'éco-réhabilitation du quartier. Donc ça a été mené notamment par le bureau d'études Tribu de Lyon, je pense, ou Tribu de Paris, Tribu de Lyon, je pense. Et oui, ils ont pris toutes les catégories d'immeubles et ils ont fait les propositions. Mais la réhabilitation intelligente d'un quartier, ça n'est pas seulement le patrimoine, c'est aussi le mode de fonctionnement. Donc ils ont fait une réflexion sur les transports en commun, sur tout ce qui est lié aux piétons et au cycle. Donc voilà, c'est certainement le plus bel exemple que je pourrais vous donner pour ça. Et à mon avis, il est disponible. Et puis peut-être qu'un jour, ça vaudrait le coup que vous écoutiez Alain Bornarel sur ça. Enfin, je le dis aussi à la ville de Caen. En ce qui concerne l'éco-village des Noé, on est dans une situation qui est une procédure de conception, construction, maintenance. Du coup, on engage des coûts qui ne sont pas les coûts de la construction d'une maison par quelqu'un qui voudrait le faire chez soi. Donc les prix que je pourrais vous donner n'auraient pas de sens, mais juste pour que vous compreniez qu'on a cherché une équité sociale ou une intelligence sociale au projet. Donc l'objectif, c'était que le secteur soit zéro énergie. On voulait faire la démonstration que c'était possible sur la base de logement social. Donc on est en zéro énergie sur base passive. Puisque le zéro énergie, c'est pas tartiner de la technique sur un bâtiment qui serait une passoire. Hein. Vous commencez par faire un bâtiment qui n'est pas une passoire et après vous rajoutez ce qui est utile. Le prix auquel on arrivait pour le passif ne permettait pas que l'on réponde aux enjeux de l'accession sociale. Puisque finalement, le prix aurait été trop élevé pour que des gens qui sont éligibles à l'accession sociale puissent accéder au logement des Noé. Donc sur ces logements-là, on a baissé le niveau d'exigence. On n'est pas en passif, on est en BBC. Et à partir de ce moment-là, on rentrait dans les prix du marché, ou en tout cas dans les prix de l'accession sociale. Là où je peux vous donner un prix plus ferme et disons qui renvoie à ce que serait la réalisation d'un projet. Mais il faut que vous gardiez bien en tête que le prix que je vais vous donner, c'est pour toute la parcelle. Donc, c'est ce que vous avez au Havre, avec l'aménagement de toute la parcelle,
l'abri de jardin qui est construit, le garage qui est construit, l'aménagement, la maison, l'avant, l'arrière et le petit volume au bout. Et avec des prestations qui sont les prestations d'un foncier logement, c'est-à-dire du parquet au sol, du carrelage qui monte toute hauteur dans les pièces humides, donc on va dire des prestations de grande qualité, avec du triple vitrage dans les parties nord, on n'en avait pas besoin au sud, on est à 1 600 € pour toute la parcelle. Voilà. Mais c'est... Voilà. Mais là, pour le coup, on a dû faire des choix, vous voyez. Moi, j'adore la construction en bois. Mais pour arriver à ce prix-là, on a dû décider de construire en béton les maisons. Donc on a le bardage, mais les façades sont en bois, mais les murs de refend sont en béton. On avait besoin de faire l'économie sur ça. Une autre remarque ou question? N'hésitez pas. Ah, voilà. Je crois qu'il y a aussi quelqu'un là-bas. Oui, moi je crois qu'il faut retenir dans cette notion du coût et ainsi de suite, il faut aussi penser à la chaîne. Parce qu'à chaque fois, tu nous as montré que dès l'origine, la chaîne de la conception au sens le plus large du terme, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage ville, la maîtrise d'ouvrage, celle qui allait faire l'opération, tout ça, tous ces gens-là étaient au travail dès le début. Et on travaille ensemble, parce que les décisions prises, si elles ne sont pas portées par tout le monde et si elles ne font pas projet dans la tête de tout le monde, à la fin, ça va être récupéré par tous les systèmes qu'on connaît bien et qui sont ceux qui pensent plus aux bénéfices, au seul bénéfice financier, plutôt qu'aux bénéfices qu'on aurait décidé ensemble, qui sont ceux d'une meilleure vie. On a à Caen aujourd'hui une opération qui est en train de sortir avec un système qui s'appelle, j'ai horreur de ce genre de truc, mais ça s'appelle CQFD. J'étais très, très réticent là-dessus, mais on est tombé sur une équipe formidable qui a fait un bâtiment un peu comme ceux que tu as montrés, très simple, très bien fait, et qui va, on le sait à peu près aujourd'hui, sortir à moins de 1 100 € du mètre carré, c'est-à-dire faire des loyers derrière qui seront abaissés de 20%. Donc, vous savez de quoi je parle. Ça, c'est intéressant parce qu'au fond, ces gens-là, c'est un grand major qui le fait. Donc, ils retrouvent ces petits derrière. Mais l'économie a été faite justement sur la façon dont on a eu l'intelligence de monter l'équipe de conception. Et dans l'équipe de conception, il y a en l'occurrence là le maître d'ouvrage, il y a une volonté de la municipalité, il y a toute une chaîne vertueuse qui vient. Et c'est cette chaîne-là qui transforme, c'est la première transformation des habitudes, je crois. C'est-à-dire on a aussi une habitude de projeter qui est issue des crânes d'œufs qui ont géré la France pendant des années. Je parle de tous les grands corps, je ne vais pas les nommer parce qu'il y en a peut-être un qui est là et je ne veux pas l'insulter. Mais ces crânes d'œufs ont morcelé le travail en donnant des objectifs avant de savoir, c'est-à-dire qu'il faut aller d'un village à l'autre, il faut une 4 voies, mais on ne sait même pas pourquoi on fait une 4 voies. C'est parce qu'on a ça sous le coude en ce moment et que ça fait travailler les petits camarades qui fabriquent des 4 voies. Enfin, d'une certaine façon, c'est une pensée qui est assez monothéiste. Donc il y a ça que je voulais te dire. Et puis, je voudrais que tu nous dises aussi ce que tu penses de l'impact de l'action individuelle sur les économies. J'entends souvent que la technique représente 30%, et je divulgue cette information, je voudrais savoir si elle est juste ou pas, et que le comportement représente 70%. Ce qui fait que dans les fameuses poubelles écologiques, dont on parle pour les immeubles parisiens, enfin tous ces immeubles, je trouve d'abord cette phrase scandaleuse, parce que ces immeubles-là ne sont pas des poubelles. Ils ont été prélevés sur place, les pierres ont été prélevées quasiment sur place. Ils ont répondu à des milliers d'usages. On a fait des bureaux, on en a fait des logements, on en a fait des commerces, on en a fait des tas de choses. Donc ils ont montré leur capacité et leur intelligence, au fond, conceptuelle. Et au fond, le comportement, si déjà on arrivait à changer le comportement des gens, est-ce qu'on n'obtiendrait pas déjà 70% de l'usage avant de les envelopper dans une belle couverture en laine? Je ne connais pas ce pourcentage, donc je ne saurais pas si tu as parfaitement raison ou pas. C'est sans doute vrai pour du bâtiment neuf.
Mais la question que tu poses renvoie à ce que j'évoquais au début, c'est que dans la situation où on est, engager la société civile, c'est le plus important. Et la société civile, c'est d'abord du quotidien, donc c'est forcément les usages au quotidien. Maîtriser ces nouveaux usages, c'est indispensable. Si on revient sur ton exemple des immeubles qui pourraient être haussmanniens, dont on voit bien dans le temps qu'ils sont absolument adaptables à tout, reste néanmoins que leurs toitures sont des catastrophes. Et que commençons par bien isoler les toitures, et ce sera déjà un bon début. Changeons après les chaudières, ce sera un second début, enfin une seconde suite. Enfin, il y a des points clés comme ça. Mais c'est sûr que moi, si j'aime les agendas 21, c'est parce que les agendas 21 fonctionnent dans la participation de chacun. Et que finalement, annoncer qu'il y a un engagement collectif sur un usage éco-responsable d'un bâtiment ou d'un territoire, c'est d'un seul coup engager tout le monde à respecter ce territoire et ce bâtiment. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire « allez-y, faites les choses » si nous, on ne les a pas fait. L'exemplarité, ça marche pour tout. Et les agendas 21, quand ils s'adressent à des territoires, il faut absolument afficher l'engagement du territoire. Ça responsabilise tout le monde. Je crois qu'il y avait... Oui, allez-y. Oui, j'avais une question. Donc, on parle de la ville et des grands projets. Et puis, on avait tout à l'heure, je trouve, un projet exceptionnel en termes d'aménagement, notre petit projet de Coutances. Alors, c'est vrai qu'on la France, on voit ce mitage de lotissement qui commence à prendre énormément de territoire. Et la question que j'avais, parce que on dit toujours, oui, mais les gens veulent tous le même type de maison. Et vous avez inscrit des contraintes qui sont quand même très très fortes dans votre projet d'aménagement. Et la question que je voulais vous poser, c'est les acquéreurs, donc, qui ont l'air d'être assez nombreux à vouloir acquérir les terrains, quel type de maître d'œuvre ont-ils choisi? Est-ce que c'est des constructeurs, des autoconstructeurs ou des maîtres d'œuvre ou des architectes? Et dans quelle proportion? Dans ce quartier à Coutances, il y a 14 parcelles libres à constructeurs. Mais l'aménagement n'est pas encore fait. Donc ça sera pour le printemps de 2014. Donc les parcelles seront vendues du moment que la première phase de l'aménagement est prête. Maintenant, il n'y a que des réservations. Et nous ne savons pas quel type d'acheteurs ce sont. On n'a aucune idée. On aimerait bien suivre ça pour savoir comment ça va se passer. Oui. Oui, mais pour parler de ce comportement des habitants, des locataires, je pense que c'est très important de ne pas sous-estimer les locataires, les habitants. Et c'est surtout une question des installations compréhensibles. En fait, d'éviter des installations, de faire des choses, des solutions simples. Et deuxièmement, c'est important d'avoir pas d'unités trop grandes, à notre expérience. Si on a par exemple, des installations communes pour 20 logements ou 10 logements, quelque chose comme ça, ça reste humain. Les gens qui ils peuvent comprendre leur propre influence sur la consommation. Et en plus, on avait des projets où les habitants ont consommé moins d'énergie qu'on a calculé. Et ça a pris des années pour comprendre pourquoi les gens font ça. Donc, il y avait des études par le bureau d'études subventionné par l'État pour trouver la raison pour cette économie supplémentaire, en fait. Et c'était le projet à Grunlo avec les 5 maisons. C'est une échelle si petite qu'il y avait un concours entre les habitants pour économiser. Et on n'a pas prévu ça. Donc c'est une question d'échelle, mais aussi de compréhensibilité des installations. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Monsieur Madec, vous avez parlé de maintenance. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Parce que quand on parle de convaincre la société civile, de convaincre ses voisins de palier,
du bienfait d'une éco-conception en général, quoi. On manque quelquefois un peu d'arguments, et je pense que l'argument maintenant, c'est un argument tout à fait intéressant. Est-ce que vous pourriez donner quelques développements là-dessus? Une des bases, c'est déjà d'utiliser des matériaux en extérieur que l'on n'a pas besoin d'entretenir. Ce sont des matériaux voilà, qui n'ont pas besoin de ravalement, qui vieillissent. S'il faut les nettoyer un jour, c'est à l'eau, mais ça commence par ça. En fait, l'éco-responsabilité, en tout cas en matière de logement, disons, ou de bâtiment, ça consiste par faire une enveloppe pérenne. Et pour moi, une enveloppe bien isolée, bien orientée, et avec des matériaux qui ne nécessitent pas d'entretien, qui atteint un niveau passif, c'est la base. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez au-dessus. Vous pourrez rajouter ce qu'il faut pour être plus performant. La base, c'est de réussir à être passif. Donc ça, c'est pour l'enveloppe. Après, une des questions est celle des installations techniques. Aujourd'hui, le double flux reste pour les périodes dites de chauffe. Donc c'est un système où on récupère la chaleur sur l'air qui sort. Ce système-là demande un peu plus d'entretien des filtres qu'un système qui n'est pas double flux. Mais quand on voit le gain d'énergie que l'on a, on peut peut-être faire l'effort d'entretenir ces filtres une fois par an, ou un peu plus. Pour le reste, je ne vois pas où il y aurait de nécessité d'entretien supplémentaire lié à l'éco-responsabilité. Je pense même que, en termes de paysage, par exemple, on conçoit les paysages aujourd'hui à partir de cette idée d'une réduction de l'entretien, d'une gestion plus naturelle des choses. Donc, c'est indispensable d'y réfléchir d'emblée, parce que ça peut avoir un coût très fort a posteriori. Et voilà, je ne pourrais pas vous dire beaucoup plus, mais après, il faudrait rentrer dans des détails, mais voilà. Est bien plus intéressante, non seulement sur le plan économique, mais en plus sur des tas d'autres plans, que la conception des bâtiments d'aujourd'hui, des bâtiments existants, qui ont 30, 40 ans, 50 ans. Je pense que c'est un argument aussi, ça, pour convaincre du monde, parce qu'on se rend compte, quand on parle autour de soi, de la résistance dans les têtes, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Moi, quand je parle de construction de bois, on me dit, mais ça brûle. Sauf que j'ai travaillé pour une usine qui faisait des portes coupe-feu et qu'on se rendait compte que les portes en bois tenaient mieux qu'un sandwich acier et placo. Mais ça, évidemment, tout le monde ne le sait pas, quoi. Et on ne peut pas passer sa vie à répéter ça tout le temps, quoi. Enfin, je vais après m'arrêter, Frédéric, mais on marche un peu sur la tête, vous savez. Comme je fais des architectures qui sont liées aux matériaux locaux et aux possibilités locales, je n'avais jamais été encore amené à faire des bâtiments qui utilisent la terre. Et là, je peux le faire parce que je fais un bâtiment tout près de Toulouse. Et donc, je fais plusieurs parties du bâtiment, qui est une médiathèque et une salle de spectacle, avec des murs en terre crue, des briques de terre crue. Eh bien, figurez-vous que si vous voulez utiliser les murs de terre crue pour porter un toit, il faut que vous passiez par le CSTB pour faire un avis technique, expérimental, pour prouver que la brique de terre crue est capable de porter un toit. On rigole, non? Sauf que il faut avoir un maître d'ouvrage qui est prêt à faire le travail. Bon, c'est pas un ATEX A, hein, c'est pas un ATEX compliqué, comme pour la ventilation naturelle, c'est un ATEX B qu'on fait sur le chantier, mais ça veut dire on doit le faire sur le chantier, et y compris sur la résistance au feu de la terre crue. Vous imaginez, enfin bref, tout est à peu près comme ça. Est-ce qu'on a épuisé votre curiosité? Alors, je vais remercier Rob B et Eva Van Panuys, Philippe Madec,
Michel Marie, le maire de Verson, et Jean-François Morlet pour cette soirée sur l'éco-conception. Et puis je vais vous souhaiter à tous d'être éco-responsables.